C'est au nom du conseil d'administration de l'AMF 65, Association des maires et présidents d'intercommunalités des Hautes-Pyrénées, que j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à ce premier salon des maires, élus locaux et décideurs publics des Hautes-Pyrénées. Ce salon, notre association l'a voulu pour vous, vous qui œuvrez au cœur des collectivités locales, celles du quotidien et de la proximité que sont les communes et les communautés de communes. Vous qui n'avez toujours pas la possibilité et la disponibilité nécessaires pour participer au salon annuel parisien de l'AMF, vous, toujours soucieux toutefois d'échanger avec vos pairs, de découvrir pour innover dans l'exercice de vos mandats et de vos fonctions. Notre association, espace de ressources, espace de dialogue transpartisan, espace de conseil, mais aussi de représentation et de soutien, a donc voulu marquer cette mi-mandat par l'organisation de cette journée, empreinte de convivialité bien sûr, mais aussi de réflexion autour de thématiques clés s'il en est. Je m'adresse d'abord à tous les maires de ce département qui sont ici, tous les élus. Les temps sont durs, d'abord sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan démocratique. Et il faut que la nation, les élus, la presse prennent conscience du rôle des élus sur nos territoires. Nous sommes tous ensemble, la représentation de la République sur nos territoires. Et c'est ensemble que nous construisons, que nous bâtissons, que nous accompagnons nos populations. C'est ensemble que nous préparons l'avenir de notre jeunesse sur nos territoires respectifs. Et compte tenu de cet engagement collectif et individuel, il y a une chose que nous méritons avant tout, c'est le respect. Le respect de la population, mais aussi le respect de tous ceux qui nous entourent. Et je dis que dans les circonstances actuelles, nous devons être vigilants, nous devons faire attention. N'importe qui peut subir demain, on le voit régulièrement, pratiquement tous les jours, une manifestation de violence verbale ou physique. C'est pour ça que nous devons, je crois, expliquer encore plus les choses, être davantage à l'écoute de la population et être présent sans peur, avec le courage nécessaire et la confiance au fond de soi-même de celui qui a le sentiment qu'il accomplit une œuvre d'intérêt général au service de la nation et de son territoire. J'accueille tous mes amis élus de ce territoire dans ma ville de Tarbes, ici, au sein de notre parc d'exposition. J'espère que cette journée, et je remercie l'AMF et tous ceux qui ont contribué à son organisation, j'espère que cette journée non seulement nous permettra de nous retrouver, non seulement nous permettra de faire le point sur les sujets qui nous préoccupent les uns et les autres, l'investissement, le financement de nos investissements, les subventions qu'on a des difficultés souvent à obtenir, tout cela, nous le partageons ensemble. Ce sont des soucis que nous partageons. Et j'espère que cette journée nous permettra d'apporter de bonnes réponses. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et belle journée. Merci à vous, département, et cette collectivité de proximité qui est un peu votre boîte à outils, et dans deux domaines en particulier, dans ce qui est la politique sociale, mais aussi dans ce qui est la politique territoriale. Je parlerai plus de solidarité sociale et de solidarité territoriale. J'aborde pas souvent dans ce type de réunion la solidarité sociale, mais je crois que c'est le moment aussi d'en parler, parce que c'est une des compétences majeures du département, dans lequel une grosse partie du budget est consacrée, plus de 50% du budget, c'est la politique sociale. Et pour le résumer en un chiffre simple, c'est 10 millions d'euros par an et par canton. Donc c'est autant d'argent qui s'injecte sur le territoire
pour aider les personnes âgées, pour aider les personnes handicapées, pour aider la petite enfance, pour le RSA, pour toutes les politiques sociales. Et même si on cherche souvent un peu d'économie, année après année, ce budget est toujours en constante augmentation. Mais aux côtés de cette politique sociale, il y a ce que j'ai appelé il y a quelques instants la solidarité territoriale. La solidarité territoriale, c'est l'occasion pour le département d'accompagner les projets communaux. Et ça, je crois que le département est fortement présent dans ce domaine-là. Toutes les communes du département sont éligibles à des aides du département. Et je m'aperçois qu'année après année, vos villages s'embellissent, les services de vos territoires sont de plus en plus compétitifs et je suis fier et heureux quand je traverse le département, fier du travail que vous faites, et les uns et les autres dans vos communes. Alors cela, le département ne le fait pas tout seul. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à avoir à mes côtés Carole Delga, bien sûr, présidente de la région Occitanie, avec qui j'entretiens des relations très amicales et très chaleureuses. Et je la remercie aussi pour l'attachement qu'elle garde pour notre département, pour les Hautes-Pyrénées. Je te remercie, c'est grâce à cela aussi que l'on fait du bon travail sur ce département. J'avais envie de le dire. Mais monsieur le préfet, je remercie aussi les aides de l'État. Elles comptent beaucoup, que ce soit la DETR, la DESIL, la DECIT, et cette année le Fonds vert. C'est l'addition de ces aides et de l'État, de la région et du département et la part que vos collectivités apportent. Tout cela permet d'injecter des dizaines de millions d'euros sur le territoire départemental. Ces dizaines de millions d'euros, je l'ai dit, contribuent à faire de vos villages, du territoire départemental, un beau département, un département attractif. Et cela est très encourageant parce qu'une collectivité qui n'investit pas s'appauvrit. Avoir un salon de cette qualité-là, et donc je félicite la présidente de l'association des maires des Hautes-Pyrénées, Viviane Artigalas, puis l'ensemble bien sûr du bureau, parce que c'est une équipe qui porte toujours un très beau projet. Cela a été rappelé, malheureusement, les violences faites aux maires sont vraiment très fortes, se sont multipliées ces derniers mois, ces dernières années. Vous le savez, vous le vivez. Je le sais également, je suis toujours restée conseillère municipale de mon cher village de Martres-Tolosane, et nous mesurons en effet une agressivité physique de plus en plus forte, mais surtout je trouve une pression morale qui ne fait que s'accentuer, où le désenchantement, le mécontentement de nos concitoyens, en fait, se témoigne par souvent des interpellations qui sont très agressives, et vous avez aussi des efforts qui sont de plus en plus élevés pour maintenir au sein de la commune un climat qui soit constructif, qui soit apaisant, et de cela aussi il faut savoir en parler. Nous avons donc besoin de mener des politiques qui rassemblent les gens, qui amènent des solutions à nos concitoyens, aux habitants de vos villages et de vos villes. Michel Pellieu a rappelé, où nous travaillons bien sûr en duo, avec le soutien également de l'État, c'est absolument indispensable. La région, bien sûr, elle vous soutient dans vos projets directement, que ce soit par exemple sur la question des recrutements des médecins, parce que sur le terrain, maintenant depuis 3 ans, le premier sujet que j'ai en Occitanie, c'est la difficulté d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Et c'est pourquoi nous avons décidé en Occitanie que la région puisse recruter directement des médecins salariés, en complément bien sûr de la médecine libérale, mais c'est pour amener des solutions à nos concitoyens, pour proposer une autre forme d'exercice à nos médecins, et permettre que dans des territoires ruraux, dans des quartiers aussi qui sont paupérisés dans certaines grandes villes,
il y ait ce droit à la dignité de pouvoir obtenir un rendez-vous rapide. Je vous rappelle que la région Occitanie est la seule région de France à faire le transport scolaire gratuit, ce qui n'est pas neutre pour le pouvoir d'achat des familles, ce qui n'est pas neutre non plus en termes environnementaux, parce que quand le transport scolaire est gratuit, c'est une incitation à stopper parfois les courses individuelles en voiture, mais ça favorise le transport collectif et cela est pris en charge, bien sûr, par la région, nous demande un effort budgétaire conséquent, mais moi je pense que c'est indispensable de donner les meilleures conditions d'accès à l'école au sens large du terme, j'y entends bien sûr le collège et le lycée. Et puis, vous le savez, c'est la seule région aussi en France qui ait fourni les manuels scolaires et les ordinateurs. Et cela, c'est essentiel pour qu'il n'y ait le moins possible de déterminisme social dans notre République. Mais nous avons en Occitanie des spécificités aussi dans les Hautes-Pyrénées. Tout d'abord, c'est la question de l'enclavement. Nous sommes la région de France la plus enclavée. Il y a 60% de la population française qui est à plus de 4 heures de Paris, qui est en Occitanie. Et c'est pourquoi nous nous battons pour les désenclavements au niveau, bien sûr, ferroviaire sur les LGV. Pour les Hautes-Pyrénées, il y a un éloignement sur la question des LGV et c'est pourquoi la région participe significativement à l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Je tiens à le rappeler, c'est plus d'1 million d'euros de fonctionnement sur la région. Pour la région aussi, la question du logement. Et sur ce sujet, nous devons être beaucoup plus performants, beaucoup plus volontaristes sur cette question du logement. Parce que si nous n'avons pas dans nos villes d'équilibre, dans nos villages, du logement, nous n'arriverons pas à répondre à l'aspiration citoyenne de ces personnes qui ne veulent plus se concentrer dans les grandes métropoles. Et là, nous devons vraiment faire des efforts collectivement, en particulier sur la réhabilitation, mais aussi le neuf. C'est-à-dire le logement social ou le logement à prix modéré, il doit pouvoir s'inscrire dans nos villages et dans nos petites villes. Nous avons une sécheresse hivernale qui a été inédite. Et aujourd'hui, les réserves, elles ne sont pas reconstituées. Bien sûr, ces derniers jours, ces dernières semaines, la pluie qui est tombée est bénéfique, tout particulièrement pour l'agriculture, parce que les agriculteurs avaient anticipé, ont semé en avance, et c'est le bon moment de la croissance de la plupart de nos productions. Mais pour autant, ce n'est pas suffisant, et je tiens à le rappeler, nous y avons bien sûr encore travaillé tout récemment avec monsieur le préfet de région. Aujourd'hui, les menaces sur l'alimentation en eau potable pour cet été ne sont pas levées. Nous devons donc en être pleinement conscients. Donc nous devons chacun, en tant que citoyen, faire en sorte d'économiser l'eau. Nous l'avons fait à l'automne et cet hiver sur la question de l'électricité pour ne pas avoir de délestage. Nous devons, par des gestes citoyens, individuels, faire des efforts. Et puis également, nous agissons puisque la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, donc maintenant est avec actionnaire principal la région Occitanie, et c'est Jean-Louis Cazovon qui en est son président. Et les transferts du réseau Nest sont en train d'être faits entre l'État et la région Occitanie, et ce sera un bras armé pour un réseau hydraulique régional qui permettra de mieux mailler l'ensemble des réseaux et puis également de mettre en œuvre des solutions naturelles comme les zones humides, remettre aussi en fonctionnement les petites retenues collinaires qui n'ont pas été entretenues ces dernières années, qui ont été créées il y a 50 ans, qui maillent l'ensemble de nos coteaux, de nos terres, et puis nous aurons besoin ici et là de pouvoir créer des petites retenues collinaires, parce que face à ces épisodes pluvieux qui sont de plus en plus violents, de plus en plus massifs,
Il faut stopper le ruissellement et favoriser la conservation de l'eau. C'est ce que nous allons travailler tous ensemble. Donc en tout cas, félicitations à l'Association des maires des Hautes-Pyrénées donc pour ce salon, avoir un rééquilibrage territorial et qu'il n'y ait pas d'assignation ni à résidence ni à sa condition sociale. Nous sommes déterminés pour agir en concertation au plus près de vos réalités. Je vous remercie. Bref, mais comme hier mon TGV avait 1 heure de retard, j'ai pu pour une fois préparer mon discours. Donc exceptionnellement il est écrit. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que je devrais m'absenter puisque je préside à 12h15 une cérémonie d'hommage à nos 3 collègues policiers qui ont été tués dans le Nord et qui nous rappellent que même si on a tendance à dire que la violence verbale n'est que verbale, parfois la continuité de la violence verbale c'est la violence physique et dans tous les cas elle est inadmissible. Je voudrais d'abord remercier Madame Artigalas pour sa mobilisation et sa force de conviction avec ses collaborateurs, avec les maires, pour organiser ce premier salon des maires des Hautes-Pyrénées. Je veux ensuite ici saluer tous les maires, les élus, qui sont au quotidien les premiers interlocuteurs de nos concitoyens, celui ou celle que l'on croise en sortant de la boulangerie, au marché du samedi, et qu'on interpelle pour partager un problème, une préoccupation, une question. L'interpellation se doit d'être cordiale, polie, respectueuse et reconnaissante de la responsabilité que le maire a accepté d'endosser en se présentant devant les électeurs de la commune, responsabilité pour laquelle les candidats ne sont pas toujours légion dans nos communes rurales. Si la dimension politique peut paraître moins prégnante que dans une grande ville, la responsabilité n'en est pas pour autant pondérée et les équipes sont souvent moins étoffées et c'est ici un doux euphémisme. Assumer des responsabilités, j'ai aussi la pleine conscience, en tant que préfet, que la mission n'est pas un long fleuve tranquille et que l'interpellation que je souhaite polie peut se muer en invective, en jugement, voire en attaque personnelle, mélangeant la personne et sa fonction, sans jamais se poser cette question essentielle: que ferais-je si j'étais à sa place? Je l'ai récemment évoqué à Ibos lors de l'inauguration du restaurant scolaire. On peut collectivement aider nos élus de 2 manières. La première, en prenant notre part de la mission et en acceptant pour un temps plus ou moins long, en fonction de ses disponibilités, de ses appétences et de ses compétences, de servir la collectivité en rejoignant une équipe municipale. La seconde, sans doute plus accessible, en sollicitant à bon escient nos élus pour ne pas les user ou les décourager prématurément par des sujets qu'un peu de subsidiarité nous permettrait sans doute de résoudre par nous-mêmes. Parlons, échangeons avec nos élus et nos maires comme nous aimerions qu'on nous parle. C'est une recette simple, teintée de bienveillance, qui pourrait, dans une forme de communication non violente, faciliter bien des choses dans notre quotidien pour nous concentrer sur l'essentiel, l'administration libre des collectivités dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Notre ressource en eau, le réchauffement climatique, le développement de nos territoires, l'offre de soins, l'accueil de nouvelles familles et le renouvellement démographique, le développement économique, le tourisme, les transports, le logement, l'emploi, l'enseignement, le patrimoine exceptionnel de notre département, l'agriculture, j'en oublie, mais vous avez chacun à l'esprit au moins 1, 2, voire 3 sujets qui vous tiennent à cœur. L'État doit vous permettre d'accomplir vos missions dans les meilleures conditions, vous protéger et répondre avec la plus grande fermeté aux incivilités ou aux agressions dont vous êtes parfois la cible. C'est le sens des différentes lois portées par le ministère de la Justice depuis 2021. Une application dédiée, alors sous réserve qu'il y ait du réseau, mais on s'améliore, Jean Delu,
a également été mise en place par la gendarmerie pour vous accompagner au quotidien, partager les informations et appuyer ceux qui feraient l'objet de menaces. C'est la fin. Au vu de ces défis, au vu du rôle qui est le vôtre, vous devez pouvoir disposer des moyens et de l'appui qui vous sont nécessaires. C'est notamment tout l'enjeu du recrutement, de la formation des secrétaires de mairie. Terme bien souvent inadapté à une fonction précieuse qu'il faut repenser. La table ronde qui vient de se dérouler en a montré l'importance. La ministre Dominique Faure s'est engagée lors de sa venue dans le département à aider et si besoin à mettre en place des formations supplémentaires en lien avec les différents acteurs. Soyons collectivement force de proposition. La barre tous les jours de l'année, à toute heure du jour et de la nuit, par beau temps et par gros temps. C'est connaître de grandes satisfactions, mais aussi surmonter des crises profondes. C'est avancer dans un avenir parfois incertain, en faisant des choix difficiles. Vous êtes la voix de nos territoires et des aspirations de nos concitoyens. Vous êtes de ceux qui, tel Kipling, affrontent triomphe après défaite, conservent leur courage et leur tête quand tous les autres les perdent. Je ne peux que vous encourager, c'est un petit travail personnel, qu'à relire le texte-ci comme une espèce de viatique dans l'exercice quotidien de votre mission. Vous avez vraiment toute ma confiance. Merci beaucoup. Et on a le premier salon des maires de Haute-Pyrénées officiellement hier. Alors, vous savez que le métier de secrétaire de mairie, c'est le deuxième métier en nombre d'agents de la fonction publique territoriale. Qu'aujourd'hui, il y a 1900 postes à pourvoir sur l'ensemble du territoire. Donc il y a un réel enjeu en la matière. La difficulté de recrutement des secrétaires de mairie et la problématique d'attractivité, elle est liée à plusieurs paramètres. M. Fénier l'a évoqué. Il y a les raisons liées aux missions en elles-mêmes, le fait qu'il y a une très grande polyvalence des missions, le fait qu'il y a une complexification du travail. Il y a beaucoup de raisons également en termes de conditions de travail. Donc le métier de secrétaire de mairie en milieu rural, ça veut dire beaucoup de missions à temps non complet, donc des problématiques de déplacement pour travailler dans plusieurs communes, un isolement, puisque la secrétaire de mairie travaille souvent seule. Alors je dis la secrétaire de mairie, puisque 97% donc de femmes occupent ce métier. Donc il y a une très très forte féminisation. Au niveau national, c'est 94%. Au niveau des Hautes-Pyrénées, c'est 97%. 79% des secrétaires de mairie travaillent à temps non complet. Voilà. Donc ce sont des conditions de travail qui ne favorisent pas l'attractivité. Et il y a évidemment la rémunération qui est également un facteur qui limite l'attractivité. Puis presque 88% des secrétaires de mairie sont recrutés en catégorie C, adjoint administratif. Voilà. Donc ça c'est le constat au niveau des Hautes-Pyrénées. Pour faire un petit parallèle avec le niveau national, c'est 60% de catégorie C. Donc notre département a une particularité sur le niveau de recrutement. Sont plutôt inquiétantes puisque au niveau national on parle de 40% de secrétaires de mairie qui partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. Les projections au niveau local, c'est 17,5% dans les 3 prochaines années.
25%, plus de 25% dans les 6 prochaines années. Voilà, donc il y a une vraie problématique pour assurer le remplacement des secrétaires de mairie qui vont partir à la retraite. Et évidemment, il y a également les problématiques liées pour les remplacements ponctuels. Voilà, les congés maladie, les congés annuels, etc. Effectivement, enfin, on peut parler de notre expérience, même si on n'a pas du tout la prétention ici d'avoir la solution, malheureusement. Mais bon, en tout cas, en plus du problème que vous avez évoqué, effectivement, du manque de secrétaires, nous on a un problème lié au milieu rural, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petites communes et que dans un contexte où c'est compliqué de trouver des secrétaires communales, en plus leur demander de gérer des carrières où elles ont 2 heures dans une commune, 5 heures dans une autre, 8 heures, bon, donc on fabrique des 35 heures ou pas. Je crois que c'est comme si vous cherchez un médecin dans un contexte actuel et que vous lui dites débrouillez-vous à vous trouver les locaux et bon, vous avez peut-être des chances d'en trouver, mais la probabilité est quand même beaucoup plus faible. Donc partie de ce constat-là, et puis c'était quand même déjà sur nos 2 collectivités qu'on fait acter, on a un secrétariat intercommunal donc, qui nous permet effectivement d'être un petit peu plus souple au niveau des remplacements, qui nous permet de, à tout moment au moins de ne pas lâcher une commune dans la nature et de se retrouver avec des maires qui tapotent à l'ordinateur pour essayer de faire des mandats parce qu'ils n'ont plus personne en face. On peut aussi apporter des solutions, je dirais par exemple pour la dernière secrétaire qui est rentrée et qu'on a formée, on a plutôt cherché quelqu'un qui avait le profil de vouloir rester sur le territoire, qui n'avait pas forcément un profil de secrétaire, mais qui avait des capacités, qu'on sentait bien sur le relationnel et le discernement, qu'on a pu former avec l'aide du CDG et l'aide financière de la région, donc ça c'est important, accompagné aussi par Pôle emploi. Et du coup, c'est quelqu'un qu'on a pu former pendant 8 mois sur un emploi aidé. Je crois que c'est important parce qu'on a fait quand même un croisement de 8 mois pour pouvoir, et aujourd'hui on la garde encore quand même quelques jours, 1 jour, 2 jours, sur la structure intercommunale parce que ça lui permet, parce que ce qu'il faut quand même voir c'est que les secrétaires, elles sont toutes seules dans les mairies, elles ont souvent des gens comme moi avec leurs exigences qui voudraient que tout soit fait comme ça et comme ça, et elles sont un petit peu toutes seules, et le fait de pouvoir revenir 1 jour par semaine à la communauté commune avec les services généraux, ça leur permet de reparler des problèmes qu'elles peuvent avoir, de les remouliner, de retrouver et de revenir finalement à la mairie avec un semblant de solution. Voilà. Après, là où on n'a pas la solution, hein, ça, on a mutualisé tout ça. Je pense que c'est un service appréciable pour les communes. Et là où on n'a réellement pas la solution, c'est dans le renouvellement. Hein. On est confronté au même souci que vous. Hein, dans les 4 ans qui arrivent, on a 4-5 postes à remplacer. Et moi, je pense que la solution, c'est d'arriver, la dernière expérience, en tout cas pour moi, et sans doute la meilleure, à arriver à aller rechercher des gens qui n'ont pas forcément ce profil-là, et qui ont vraiment le souci de vouloir habiter sur leur territoire, qui ont des capacités, mais il ne faut pas non plus en faire tout un monde, et d'être capable de les former et de les amener à ce poste-là. Semi-remorque, il n'y a plus 97% de camionneurs. Pourquoi pas aussi le masculiniser, hein, pourquoi pas. Alors, sur le précédent itinéraire de formation que vous avez évoqué, il y avait un homme. Oui, mais ça fait partie des solutions aussi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas forcément de solution miracle, comme le disait M. Barthes. C'est un métier qui est effectivement en tension, avec un profil qui demande beaucoup de polyvalence. Malgré tout, sur la communauté de communes, le fait que l'intercommunalité se place en tant qu'employeur direct permet aussi à ces dames en majorité d'avoir un seul employeur et de pouvoir du coup avoir un temps plein pour la plupart. Alors c'est vrai qu'on a des toutes petites communes et il faut être à même de pouvoir traiter des solutions d'état civil, d'urbanisme, de comptabilité, de gestion du personnel. Donc le fait qu'elles se regroupent chez nous dans un pool où elles sont 14 secrétaires mises à disposition auprès de plus d'une quarantaine de communes,
ça facilite aussi le fait que dans le cadre de cette formation, elle puisse bénéficier d'un petit réseau local où elle se charge de elle voit l'expérience qui est apportée par les autres. Donc ça c'est très important, le fait qu'elle soit du coup dans un petit réseau. Plus confrontée du coup à savoir est-ce qu'on va vers la polyvalence complète ou est-ce que dans le cadre de cette spécialisation, puisque la comptabilité est quand même très prégnante avec une expérimentation poussée, on ne spécialise pas plus du coup dans ce cadre-là ces secrétaires de mairie qui sont amenés du coup à répondre à des problématiques très variées. Alors, voilà, c'est une des pistes qui est aussi abordée au sein de l'intercommunalité. On n'est pas encore allé jusqu'au bout, il y a plusieurs schémas qui sont en place pour justement leur permettre de ne pas être trop en difficulté, parce qu'on se rend compte aussi que les secrétaires qui sont en partance, en mobilité, soit pour de la retraite ou pour autre, sont en partance parce qu'elles sont confrontées à des situations très diverses et du coup elles ne peuvent pas répondre à tout. Alors le fait d'aborder aussi cette spécialisation les conforte dans leur métier et dans leur approche du métier. Voilà, donc il y a d'autres pistes qu'on essaye de voir, mais c'est très très difficile du coup de répondre à tous les besoins. Je dis service intérim, il a un autre nom, il s'appelle le service public d'emploi temporaire. Donc c'est le même fonctionnement qu'une agence d'intérim, sauf que c'est beaucoup moins cher. Puisque nous refacturons uniquement le coût chargé de l'agent. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition des collectivités qui ont des besoins une personne pour assurer des remplacements. Alors évidemment, sur le métier de secrétaire de mairie, c'est comme pour les communes ou les intercommunalités, on a beaucoup de mal à trouver, nous aussi, des personnes qui soient en capacité d'occuper ces fonctions. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2018, on s'est rapproché de Pôle emploi pour mettre en place justement le premier bout d'itinéraire pour des demandeurs d'emploi. Et donc c'est une formation qui mixait les publics. Il y avait des agents en prise de poste, des agents de notre service intérim et des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc en place en 2019 en fait, on s'était rencontrés en juin 2019, on a travaillé tous ensemble, centre de gestion, CNFPT, Pôle emploi, pour construire ce parcours, voilà, construire ce parcours ensemble, et on avait mis en place des financements Pôle emploi. À l'époque, c'était une expérimentation, comme vous l'a dit Florence, on était sur un premier parcours secrétaire de mairie, en effet, puisque du coup le parcours aujourd'hui est beaucoup plus long. Au début, on était sur une centaine d'heures, donc sur ces six demandeurs d'emploi que nous avions formés, on avait déjà mis en place en fait le système où on leur faisait découvrir à travers une réunion d'information collective le métier en co-animation et aussi les immersions. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur permettre d'aller découvrir le métier sur une semaine avant de rentrer en formation pour bien voir en fait toutes ces dynamiques, toutes ces contraintes, tous les prérequis, rencontrer les agents qui sont en poste, qui eux savent parler encore mieux que nous tous de leur métier et de tout ce qu'il faut avoir comme compétences, savoir et tout ce qu'il va y avoir à apprendre et à acquérir dans le temps, parce que ça s'acquiert aussi dans le temps après la formation. Une première expérience qui avait été fort concluante, de mémoire, Florence me dira, voilà. On avait quand même 5 placements directs, soit en intérim justement, enfin en remplacement, soit après dans le temps, sur les 6 personnes qui avaient été formées sur cette première période. Monsieur Barbe-Campagne, tu n'y penseras plus à moi, tu penseras aux Italiennes, qui sont bien plus belles que moi, si c'est la reine, j'y penserai toujours à toi, je m'en ferai faire une image, tout à la semblance de toi, quand je serai là dans la mort, à tous mes âmes je dirai, chers camarades de mémoire, faites que mon cœur a tant aimé, chers camarades.